Quand j'avais 12 ans, j'ai ramassé une basse pour la première fois. J'étais en 5e et au milieu de ce qui était la pire année de ma vie. Pour l'instant, j'étais malheureux à l'école, je me sentais différent, comme tout le monde. J'avais la distincte impression d'être impossible à aimer, et en plus je commençais à prendre conscience d'un monde qui m'entourait, qui me terrifiait et me rendait confus. J'étais constamment énervé ou triste ou dérangé. Qu'est-ce qu'un petit garçon chimiquement déséquilibré peut faire seul face à un grand monde froid ? Un jour, mon grand frère m'a emmené dans un magasin de musique dans la grande ville de Digne-les-Bains. 20 000 habitants, ça me paraissait grand à l'époque. Et alors qu'il grattait une guitare qu'on n'aurait certainement pas pu se permettre, il m'a pointé une basse du doigt et m'a montré une chanson de 3 notes pour que je puisse l'accompagner dans son petit solo. Sans le savoir, il venait de complètement changer les 13 prochaines années de ma vie. Je jouais déjà de la batterie depuis plusieurs années à ce moment-là, mais c'est en jouant de la basse que j'ai réellement commencé à appréhender la musique différemment. Soudain, j'avais le pouvoir des notes sous les doigts, le pouvoir de créer des mélodies et pas que du rythme. L'année suivante, mes parents m'offraient une basse pour Noël. Vous savez, les packs débutants là, avec une basse en bois de palette et un ampli en grille-pain recyclé. J'ai rapidement appris assez pour avoir un niveau confortable, disons. Et autour de ce moment-là, j'ai commencé à voler la guitare de mon frère dans sa chambre et je me suis appliqué à apprendre les 2 instruments en même temps. À l'âge de 14 ans, j'avais composé ma première chanson, un petit numéro acoustique que j'avais appelé Tomorrow. Get up, say what you want me to, and I hope that you've been misused. Tomorrow won't be the same, just for you. A fortiori, ça pique un peu d'entendre ça, mais le sentiment d'exaltation était immense. J'avais créé quelque chose qui ressemblait un peu au groupe que j'écoutais. J'avais même, dans la foulée, composé une version alternative pour un groupe complet. Je me rapprochais mentalement des punks des bas-fonds de Chicago ou des grandes salles de concert de Paris. Dans ma montagne, dans mon village de 180 habitants, j'avais l'impression d'avoir affirmé à la vie que j'étais quelqu'un. Que je n'étais plus juste un gamin triste. J'étais un écrivain, un compositeur, un artiste. La semaine dernière, je voulais arrêter la musique. Comme tous les artistes ayant grandi loin de la ville, Adam compose de la musique dépressive de provincial, dégoulinante de ses émotions d'adolescent postmoderne. Il prétend repousser le cynisme, mais ne fait qu'user de clichés sur l'amour ou sur l'espoir. Si vous avez une fois dans votre vie espéré retrouver l'espoir, cet album vous fera espérer de vous réveiller sourd, pour ne plus l'entendre geindre. Une étoile. Depuis cette première chanson, j'ai été dans 2 groupes au lycée, un en tant que bassiste et un en tant que batteur-chanteur. Oui, les 2 en même temps. Et oui, c'est très dur. J'ai participé en solo à un tremplin, j'ai fait des scènes, seul, puis avec Maël dans Mauvais Choix, et j'ai récemment repris la basse pour rejoindre Sweet Monsters. Depuis cette première chanson, j'ai écrit et composé plus de 300 chansons. Et à moins que vous soyez mon colocataire depuis la seconde, salut Togi, vous n'avez entendu quasiment aucune. Bon, au départ, là, j'avais écrit un paragraphe de plus qui expliquait des excuses sur le pourquoi vous en avez pas entendu, mais ce serait juste des excuses. L'argent qui manque, le temps qui manque, la peur de sortir de chez soi, l'introversion, c'est des excuses que tous les musiciens connaissent, donc je vous les épargne ici dans l'intérêt de gagner un peu de temps. Même si j'aime les chansons que j'ai écrites et que j'ai tellement appris au sujet de l'enregistrement et j'ai investi énormément dans la musique depuis cette première chanson, la semaine dernière, il m'est arrivé quelque chose qui m'arrive régulièrement, mais cette fois, c'était fort. Bien plus que d'habitude. Je voulais plus composer. Je voulais plus écrire. Et je vais essayer maintenant, avec un peu de recul, de vous expliquer ce qui me passait par la tête. Tous mes amis musiciens le savent, le monde de la musique est difficile à naviguer. Quand j'avais 14 ans, ma seule ambition, c'était de partager ce que j'avais créé avec quelqu'un, de montrer l'âme que j'avais mis sur une feuille, ou plutôt sur un écran, j'avoue, et de partager quelque chose d'intime. Mais voilà le truc, j'aime pas trop être
intime. Un album qui se veut sensible tout en étant déconnecté totalement de la réalité. Si Adam avait des amis, il ne leur a jamais parlé. Ce n'était pas tellement la peur de partager quelque chose de sensible, c'était plutôt la crainte qu'on ne la comprendrait pas, qu'on s'en moque, ou pire, qu'on s'en foute. C'était le premier obstacle à ma création. Mais c'était pas grave, parce que le simple fait d'écrire me faisait plaisir. J'aimais passer du temps sur une page, et sur ma guitare, et ressortir avec quelque chose d'unique et de nouveau. Avance rapide de quelques années, j'ai emménagé à Brest. Je venais de finir la fac, et j'avais accumulé un peu de matos en gardant mes ressources limitées, disons. J'avais de quoi produire depuis ma chambre des chansons de qualité plutôt acceptable avec le recul. Avec un peu de temps, et en apprenant bien les cordes du métier, je pouvais faire des enregistrements qui auraient certainement pu se trouver un public sur Internet. Mais voilà que le deuxième obstacle pointe le bout de son nez. La barre impossiblement haute que je m'étais fixée. Dans l'espace de mes 3 années à la fac, j'avais eu le temps d'enregistrer un album complet. Mon premier album solo. Sur lequel figurait une version profondément retravaillée de Tomorrow. Et j'en étais pas fier. Get up, say what you want me to, and I hope that you've been misused. Tomorrow won't be the same, just for you. La guitare est trop clinquante, la voix est trop nasillarde. La batterie est clairement fausse. La seule personne à avoir entendu la chanson et à l'avoir critiquée, la seule personne qui connaissait mon œuvre et qui était devenue le critique dont j'avais peur au départ, c'était moi. Mais j'avais fini la fac, j'avais du temps devant moi, je savais que tout en cherchant du travail, Ouais, bonne chance pour trouver du travail avec juste une licence bolos. j'allais avoir du temps pour réenregistrer ces chansons. Avec mes connaissances croissantes dans le milieu, plus de technique et d'entraînement, j'étais persuadé de pouvoir faire mieux. Donc j'ai jeté l'album dans un dossier appelé « Vieux truc » et j'ai entrepris de recommencer. Mais le critique était toujours là. Son perfectionnisme m'empêchait d'avancer. Mon année sabbatique involontaire s'allongeait, et par-dessus ma motivation mourante à créer de la musique, ma recherche d'emploi s'éternisait et ne menait à rien. Ma copine de l'époque avec qui je vivais en pâtissait aussi. Je devenais progressivement plus triste, plus amorphe, moins émotif. C'est trop tard maintenant et je suis content qu'on soit passé à autre chose, mais pour ce que ça vaut, tu mérites bien des excuses pour ce que j'étais devenu. Mais après, tu m'as largué, donc c'est bon! Ce renouveau forcé de ma vie m'a marqué. J'avais l'impression d'avoir tout laissé partir petit à petit dans ma vie. Et autant dire que la musique n'était plus le summum de mes priorités. Ma tristesse s'est changée en névrose, j'avais l'impression de ne plus rien sentir, et il m'est arrivé de chercher des sentiments dans la douleur. Je suis content de pouvoir vous dire que si je suis ici maintenant pour vous parler pendant beaucoup trop longtemps, c'est que malgré un moment difficile, je suis bel et bien toujours là. Après un temps, j'ai repris l'IUT, j'ai déménagé, j'ai repris la musique doucement, dans mon coin, composé un nouvel EP qui parlait de ce moment de ma vie que vous n'avez pas non plus entendu, et c'est dans ce temps-là que j'ai rencontré Mauve, la plus belle moitié de Mauvais Choix. J'avance encore un peu en avant parce que sinon vous serez encore là demain. Tous mes amis musiciens le savent, le monde de la musique est difficile à naviguer. Enfin stable, enfin dans une chambre que je pouvais isoler un petit peu, j'ai recommencé à composer. Pour moi, pour Mauvais Choix, et éventuellement pour Sweet Monsters. Je trouvais mon compte dans Cubase et dans les tableaux de mixage. Mais maintenant, après tout ce temps et toutes mes angoisses, je voulais passer pro. Je voulais montrer au maximum de gens ce que je pouvais faire, ce que je savais créer. Je voulais même, si possible, vivre de ma musique. Je voulais devenir un authentique musicien affamé, qui gagnait juste de quoi payer son loyer. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on joue de la musique. On fait ce qu'on aime faire. C'est tout ce qui compte, non ? Quand on joue au jeu de l'art, on tombe forcément sur des freins. D'abord les doutes, ensuite les difficultés de se déplacer quand on a 25 ans et toujours pas de voiture, ensuite ce foutu critique qui est toujours là. Et les freins sont plus forts que moi. La semaine dernière, je voulais arrêter la musique. Parce que non seulement j'arrive pas à trouver le courage de prendre le téléphone pour appeler des bars pour organiser des concerts, non seulement parce que chaque fois que je suis sur scène, je fais des fautes et mes petits doigts boudinés stupides ne font pas là où ils devraient,
Non seulement parce que je ne suis jamais satisfait de ce que je crée dans le studio, à cause de ce foutu critique, non seulement à cause d'une pandémie mondiale qui aurait pu être évitée si on écoutait les scientifiques et les philosophes et que le jeu des politiques n'était pas l'appât du gain, mais l'amélioration de la condition humaine. Mais c'est la synergie. C'était le poids de toutes ces choses combinées qui sont devenues plus fortes que la somme de leurs parties, qui ont révélé une vérité bien plus douloureuse, au fond. C'est que j'avais plus envie de faire de la musique. Comme je suis plus aussi triste que je l'ai été, je n'ai plus rien à raconter. Comme je suis pas aussi différent de tout le monde que je le croyais, personne ne s'intéressera à mes histoires. Comme ma vie est stable, pourquoi me fatiguer à créer des ennuis et du travail, en plus qui n'apportent rien, puisque personne n'entend la musique que je crée. Même quand je la publie, j'ai qu'une poignée de vues sur YouTube, une dizaine d'écoutes sur Spotify, alors je l'ai dit à Mauve. Heureusement, c'est lui qui écrit les paroles, donc il a su trouver quelques mots justes. Maëlys, de Sweet Monsters, m'a aussi contacté dans la nuit. En décembre 1957, Albert Camus présente un discours à l'université d'Uppsala, en Suède, où il y parlera du travail de l'auteur, notamment des écrivains, mais applicable, je pense, à tous les artistes, et de son rôle dans la société, dans un sens philosophique. Il expliquera que l'artiste, dans sa capacité à décrire le monde autour de lui, d'une manière qui lui est unique, a un devoir éthique, une responsabilité de partager ses créations. Car comment le monde peut-il avancer sans une nouvelle image de ce qui pourrait être, ou sans se souvenir avec beauté et subtilité du passé ? Le temps des artistes irresponsables est passé. Nous le regretterons pour nos petits bonheurs, mais nous saurons reconnaître que cette épreuve sert en même temps nos chances d'authenticité, et nous accepterons le défi. Mauve, qui, je l'avance, est encore plus sage que Monsieur Camus, m'a fait remarquer que lui attendait encore de voir ce que j'avais créé. Que depuis que Mauvais Choix existe, nous ne composons peut-être que pour nous, mais peut-être que c'est suffisant. La pression auto-infligée de devoir pouvoir manger uniquement grâce à ce que j'aime, c'est peut-être un mensonge que nous raconte notre société pour qu'on continue à croire qu'on aime le travail ardu qu'on fait. Peut-être que si je passe mon temps à bûcher, ça vaut le coup. Ne serait-ce que pour le plaisir lointain de voir, dans 10, 20 ou 30 ans, que j'ai créé quelque chose qui m'importe, que j'en suis fier et que je m'en souviendrai toujours. Peu importe à quel point les personnes et les choses changent autour de moi. Maëlys, qui, je le pense, a travaillé directement sous Confucius, m'a fait comprendre que plus on se rapproche du monde professionnel de la musique, plus on se rend compte que ce n'est peut-être pas l'image qu'on s'en faisait. Bien sûr, je savais que très peu d'artistes finissent par avoir un public, que le rêve de gagner son pain avec la musique est lointain et quelque peu utopique, mais finalement, est-il vraiment aussi loin qu'on le croit ? Pourquoi je serais pas le prochain Dave Grohl ou Billie Eilish ? Certainement que je suis pas aussi doué qu'eux, et au-delà de ça, les personnes qui réussissent ont toutes une chose en commun. Elles travaillent. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur de travailler, de rajouter leur art dans le monde, souvent et de façon régulière. Et vous savez ce qui garantit que je ne serai jamais satisfait ? De ne rien publier. Et puis Maëlys a dit que j'étais un bon chanteur et que j'étais un bon être humain, alors maintenant tu peux plus le retirer parce que c'est sur internet et nah. C'est facile de se laisser emporter par le doute, par l'impression qu'on n'est jamais assez bon, qu'on ne dépassera jamais une barre mentale qu'on s'est placée sans se rendre compte qu'elle est inimaginablement haute. Quel que soit l'art que vous pratiquez, et quelle que soit votre ambition avec votre art, vous vivrez sûrement un moment de doute, comme le mien, comme les miens. Vous aurez peur que quelqu'un vous dise que c'est mauvais, et vous vous direz vous-même que c'est mauvais, et vous penserez que vos ambitions, peu importe leur étendue, sont irréalisables, et par-dessus tout, vous ne vous amuserez plus. Ce hobby qui vous apportait tant de joie pourra sembler devenir une corvée. Mais ceux qui trouvent votre art mauvais ne sont juste pas du même avis que les centaines de personnes qui trouveraient inévitablement votre art à leur goût s'ils avaient juste la bonne fortune d'y être confrontés. Votre vision tendra inévitablement à la perfection, mais si vous croyez en Dieu, il n'y a que lui qui connaisse la perfection. Et si, comme moi, vous ne croyez pas en Dieu, vous admettrez, j'espère, que l'humain est imparfait. Ses créations le sont donc sans doute aussi. Et tout ce qui a été créé avec ses erreurs. Mais ça n'en retire rien de sa valeur fondamentale.
Votre vision personnelle et unique mérite d'être présentée au monde. Le monde mérite de connaître votre talent et vous, en tant qu'artiste, avez une responsabilité de rendre le monde meilleur en partageant votre œuvre. Le temps des artistes irresponsables est passé. Nous le regretterons pour nos petits bonheurs. Mais nous saurons reconnaître que cette épreuve sert en même temps à nos chances d'authenticité. Et nous accepterons le défi. Pour ma part, j'ai repris le travail sur des reprises que j'avais préparées il y a bien longtemps. Je travaille à mon rythme, qui est, je l'admets, assez lent, mais c'est ma façon de redécouvrir le plaisir de composer, le plaisir de créer quelque chose d'unique. Et, avec un peu de temps, je dépasserai mes inquiétudes et je vous présenterai les fruits de mon travail. Parce que vous le méritez aussi. Merci de m'avoir soutenu jusque-là. Ouais, ben moi j'aime pas.